Considéré par beaucoup comme le Disneyland du métal, le Hellfest, par l'intermédiaire de son créateur Ben Barbeau, a dû, pour en arriver là où il en est aujourd'hui, traverser toutes les tempêtes, faire face à toutes les galères avant de devenir cette formidable machine de guerre festive. Cet incroyable lieu de pèlerinage que se doit d'arpenter tout fan de métal digne de ce nom. Après 14 ans d'existence, sa renommée mondiale n'est plus à faire et a placé Clisson au centre de la carte du monde du métal. Laissez-moi vous raconter la genèse de ce festival mythique qui a non seulement changé la vie de son fondateur, mais aussi celle de toute une région, en mettant en lumière le côté obscur d'un genre musical que l'on croyait marginal et qui aujourd'hui a pris son essor et fédère autour de lui un public toujours plus nombreux. Salut les sauvages, installez-vous tranquillement avec chips, cacahuètes et un verre de 51 parce que c'est l'heure de l'apéro rock. Je m'appelle Monsieur Claude et je travaille pour la boîte sauvage. Alors, let's go, motherfucker! Tout se met en place à partir des années 2000. Benjamin Barbeau, que l'on connaît mieux sous le nom de Ben Barbeau, est originaire de Nantes. Il passe une partie de sa jeunesse à Clisson, une commune de la Loire-Atlantique. C'est ici que naîtra sa passion pour le rock'n'roll avec en tête AC/DC, Iron Maiden, les Guns N' Roses et bien d'autres, avant de tomber dans la brûlante marmite du hardcore. Moins doué pour la musique que pour l'organisation de concerts, c'est cette voie qu'il choisira par l'intermédiaire de son association qu'il créa en 2000, la CLS Crew, CLS pour rendre hommage à sa ville d'origine, Clisson. Il organise donc son premier concert à Nantes, au Tom Bar, avec un groupe américain, originaire de Washington, Good Clean Fun. De là, suivront plusieurs autres concerts avec plus ou moins de réussite. Fort de cette expérience, il décide de passer à l'étape supérieure. C'est en mai 2002 que Ben Barbeau se verra offrir l'opportunité par le tourneur allemand MAD d'organiser ce qui deviendra la première édition du Nantes Hardcore Fury Fest, avec un plateau réunissant 3 groupes américains reconnus de la scène hardcore, à savoir Strife, Agnostic Front et Scarhead. Organisée dans la salle polyvalente de Clisson, cette première édition va remporter un succès non négligeable en réunissant près de 400 personnes, qui plus est un mercredi soir. Hey, oh, let's go! Il n'en faut pas plus pour aiguiser l'appétit de Ben Barbeau. Avec la seconde édition du Fury Fest, démarre le début d'une série noire pour Ben Barbeau. En effet, alors qu'il s'était assuré de réserver la même salle pour l'édition 2003, la mairie de Clisson ne trouve rien de mieux que d'organiser dans le lieu, aux mêmes dates, un événement footballistique. Il sera heureusement redirigé vers une salle à Rezé, dans la banlieue de Nantes. Changement de décor donc, mais aussi de dimension avec cette fois une capacité d'accueil de 4000 personnes. C'est le moment pour Ben Barbeau de proposer une affiche plus conséquente avec notamment Sick of It All, Youth of Today, The Exploited et Madball. De plus, le Fury Fest 2003 s'ouvre dorénavant au métal en programmant pour la première fois les Cannibal Corpse, qui annuleront au dernier moment pour être au final remplacés au pied levé par les Yacht Ring. Malgré les aléas, cette deuxième édition rencontre un franc succès avec près de 6000 personnes pour les 2 soirs, et s'est transformée. Mettant de côté ses études et son diplôme fraîchement acquis, aux grandes dames de ses parents, Ben Barbeau crée l'association Men in Fest, par l'intermédiaire de laquelle il va se salarier. Il va par la même occasion engager le vanneté Johan Lenevey, de 6 ans son aîné et membre bien connu de la scène hardcore locale. La série noire continue avec cette fois le maire de Rezé qui sera peu enclin à retrouver le public de Sick of It All. C'est dans les halles du circuit des 24 heures du Mans que l'insubmersible Ben Barbeau va trouver la lumière avec non pas 3, non pas 4, non pas 5, non pas 6, mais 7000 places à sa disposition. À ce stade, il tente le tout pour le tout. 3 jours pleins et l'affiche qui va avec en programmant de grosses pointures comme Soulfly, Fear Factory, Morbid Angel et les tonitruants Slipknot. Célèbres groupes de nu metal qui livreront pour l'occasion l'un des concerts les plus mémorables de l'histoire du festival et participeront à l'élaboration de sa légende. Ils devront faire face ce soir-là à des jets de projectiles de toutes sortes. Des rumeurs infondées se sont propagées toute la journée, comme quoi le groupe aurait demandé une rallonge de 15 000 € sur leur cachet pour faire le trajet Paris-Le Mans. Ils auraient également interdit aux autres groupes d'utiliser les jeux de lumière, exigé une salle de restauration à l'écart des autres groupes, ainsi qu'une salle de massage, et ils auraient tellement pris de temps pour faire leur balance que le passage des autres groupes aurait été chamboulé toute la journée.
Pourtant, Ben Barbeau a nié toutes ces rumeurs. Mais le mal était fait. De nombreux spectateurs ont tout fait pour gâcher le concert au grand désarroi des vrais fans, en manifestant leur mécontentement avec des pancartes insultantes, des huées pendant tout le concert, des doigts d'honneur et pire encore des jets de pierre, de bouteilles remplies d'urine et même un lapin mort jeté sur la scène, blessant des photographes et quelques spectateurs des premiers rangs. Le groupe a dû malheureusement écourter le set et le pire dans tout ça, c'est que les frondeurs ont chantonné à la fin du concert Malgré une jauge quasi pleine avec 7000 personnes par jour au compteur, l'édition 2004 du Furyfest enregistre de grosses pertes, de l'ordre de 40 000 €. Un genou à terre, mais pas vaincu pour autant. L'édition 2005 aura bien lieu, mais la donne a changé avec l'intervention du mystérieux Monsieur Cash, qui propose de prendre à son compte l'aspect financier de l'entreprise. Le type a des investisseurs derrière lui prêts à mettre la main à la poche. Il demande alors à Ben Barbeau de se consacrer à la partie programmation. Du jour au lendemain, Ben se retrouve à voyager aux quatre coins du monde à la rencontre des groupes. Cette édition se caractérisera par une programmation judicieuse qui naviguera entre métal et hardcore avec une affiche regroupant Slayer, Megadeth, Anthrax, Motorhead, Neurosis, Sick of It All et Jello Biafra, leader des Dead Kennedys. Carton plein avec 10 000 festivaliers par jour sur les 3 jours. Seul problème, Monsieur Cash s'est barré en embarquant toute la recette du festival ainsi que la caisse du bar en liquide. De plus, Ben apprendra en allant aux acédiques qu'aucune cotisation n'a été versée pour son salaire et celui de ses employés, qu'aucune fiche de paie n'a été déclarée et que des sponsors en distribution de boissons ont perdu jusqu'à 150 000 € dans l'arnaque. C'est la fin du Furyfest. Longue vie au Hellfest. Petite anecdote au passage, cette même année, j'ai eu la chance de participer non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur à un spectacle de freak show. Accompagnés de sauvageons et sauvageonnes, nous nous amusions à avaler des sabres, des vers de terre, des ampoules, à cracher du feu. Votre serviteur a même fini suspendu avec 2 crochets plantés dans le dos à 10 mètres du sol. Et cerise sur le gâteau, avant notre spectacle, le manager du groupe US Bomb nous a supplié de lui prêter notre scène pour faire jouer son groupe qui était arrivé trop tard pour profiter de la scène qui leur était destinée. Comme beaucoup d'artistes et d'intermittents cette année-là, nous n'avons pas été payés. Merci Monsieur Cash. Retour aux sources pour Ben Barbeau qui propose à la ville de Clisson de reprendre en main un festival de musique en grande difficulté. Astucieusement, et pour des raisons évidentes, il va leur vendre le projet sous la forme d'un festival rock familial à l'image des vieilles charrues et autres francopholies. Malgré l'escroquerie à grande échelle du sulfureux Monsieur Cash lors de la précédente édition, les groupes, les tourneurs et les sociétés vont à nouveau faire confiance à Ben Barbeau. Johan Lenevé reprend du service et en hommage à un festival hardcore new-yorkais qui avait également mis la clé sous la porte pour les mêmes raisons, le festival prendra le nom de Hellfest. En dépit d'une confiance restaurée, Ben et Johan n'ont pas droit à l'échec. Réussir ou mourir. Il n'y a pas le choix. La première édition du Hellfest aura donc lieu à Clisson les 23, 24 et 25 juin 2006. Et c'est le drame. Près de 200 000 € de pertes, l'annulation de Korn, l'une des 3 têtes d'affiche, due à une hospitalisation du chanteur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ben trouve à nouveau des investisseurs. Le Hellfest n'est pas mort, mais le défi est quasiment insurmontable, avec cette fois l'obligation de rembourser les dettes de l'édition 2006, tout en dégageant suffisamment de bénéfices pour payer tout le monde. Et cette fois, c'est le jackpot, avec une affiche qui fera crier la Joconde 3 soirs d'affilée. Slayer, Megadeth, Dream Theater, Typo Negative, la reformation d'Emperor, mais toujours avec son lot de déconvenus et de malchance. Infrastructure insuffisante pour l'accueil du public, un groupe électrogène qui prend feu, une tempête qui transforme le site en un vaste terrain de boue, ou encore le bus de Slayer qui s'embourbera pendant près de 4 heures. Et surtout, une nouvelle annulation de Korn. Le groupe avait jugé sur le moment que les conditions logistiques proposées par l'organisation n'étaient pas réunies pour garantir leur sécurité. Ils quittèrent alors le festival sans avoir joué une seule note. Johan Lenevé dira « La pluie les a d'abord inquiétés. Ils ont voulu vérifier que nous avions payé leur cachet. Je leur ai montré des relevés bancaires confirmant 2 versements. Ils nous ont dit « Ok, on y va ». À 19h30, un festivalier nous a averti que leur bus quittait Clisson. Ils ne nous ont même pas prévenus.
Pourtant, les problèmes liés à l'étanchéité de la scène ont été réglés avant leur concert. Un huissier a même constaté que toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils puissent jouer. L'image de Korn se retrouvait cornée, surtout que le jour même, le tourbus de Slayer s'embourbera pendant 4 heures, mais le groupe montera malgré tout sur scène pour un concert dantesque. Il a fallu 6 ans pour que Korn soit reprogrammé à l'affiche du Hellfest. Ce n'est pourtant pas faute de la part du groupe d'avoir essayé d'y remettre les pieds, mais les organisateurs ne voulaient plus entendre parler de Korn. De l'eau a depuis coulé sous les ponts et Ben Barbeau s'est dit qu'il fallait tourner la page et a reconnu les dysfonctionnements dont souffrait le festival à l'époque et tout se termina comme un film hollywoodien. Le Hellfest 2007 doit faire face à une déferlante de critiques sur le net. Rien n'avait été fait dans les règles. Tous les secteurs avaient subi des coupes drastiques dans leur budget, mais les comptes étaient cette fois dans le vert. Une organisation catastrophique donc, que ce soit au niveau de l'accueil, du public ou des installations. Mais le Hellfest était bel et bien sauvé des eaux. Et c'est en 2008 que le festival va recevoir ses lettres de noblesse. Pour cela, ils vont se donner les moyens de leur ambition, avec les meilleurs régisseurs de tout le pays. Des équipes au top, une programmation audacieuse, avec des groupes comme Helloween ou Gamma Ray, afin d'élargir le public du festival. La création d'une 3e scène, la Discover Stage. Le tout agrémenté d'une communication enfin digne de ce nom, avec en toile de fond un mea culpa sur les déconvenus de l'édition précédente. De plus, le soleil est cette fois de la partie. Le prix du billet, quant à lui, est revu à la hausse. Et pour citer Ben Barbeau, il aura fallu 6 ans de conneries et de mauvaises décisions pour en arriver là. Et c'est la confirmation pour l'édition 2009 avec un encadrement et une programmation aux petits oignons. Manowar, Marilyn Manson et Motley Crue en tête et qui vont également tirer un public plus large. En 2010, le Hellfest se voit doté de 2 attachés de presse de premier ordre en la personne de Christine Boutin et de Philippe de Villiers. En effet, leur croisade anti-Hellfest va déclencher la campagne de publicité dont le festival avait besoin. Du jour au lendemain, le Hellfest fait la une de tous les médias. Le député du Nord, Patrick Roy, prendra même la défense du festival à l'Assemblée nationale le 30 mars 2010. Qu'on puisse ne pas aimer cette musique créative. Mes chers collègues, allons. Mais je revendique le droit, comme des centaines de milliers de Français, de l'écouter et d'y prendre beaucoup de plaisir. Monsieur Cochet. Suite à sa disparition le 18 juin 2011, le festival lui rendra hommage avec un feu d'artifice en son honneur. Les groupuscules cathos referont parler d'eux la veille de l'ouverture du festival en 2015 en envahissant le site pour vandaliser et brûler quelques décors du festival. Satanas, Lucifer. Tous les projecteurs sont à présent braqués sur le Hellfest. Ce dernier prendra alors toute sa dimension et la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette 5e édition 2010 est d'autant plus marquante qu'elle se verra accueillir en son sein la légende du hard rock Kiss, qui va également permettre de séduire un nouveau public. 2011 sera marqué par la première soirée sold out du festival, avec notamment les performances de Scorpions, Bad Brains et le groupe britannique Bolt Thrower. En 2012, après l'annonce de la construction d'un lycée sur le site du Val-de-Moine, les élus et les habitants de Clisson vont faire des pieds et des mains pour conserver le Hellfest dans la région. Et le festival s'installera sur un nouveau lieu de 14 hectares au nord-est de Clisson. On pourra souligner que depuis 2007 et la fameuse tempête, les habitants n'ont cessé de s'impliquer de proposer le gîte et le couvert aux festivaliers, parfois gracieusement, parfois moyennant quelques deniers. 2012 marquera entre autres l'arrivée de 2 nouvelles scènes portant leur nombre à 6, avec 2 main stages dédiés aux têtes d'affiche du festival avec des styles très variés. The Altar, orienté death metal grindcore. The Temple, orienté black metal, pagan metal. La Warzone, hardcore et punk, et la Vallée, stoner, doom. C'est aussi le point de départ d'un investissement massif dans le développement des infrastructures pour offrir un cadre visuel en accord avec le festival. Petite parenthèse à ce sujet, 40% du budget est consacré chaque année aux frais de production dans les décors présents sur le site. Une part non négligeable qui a permis au régisseur général DJ Molitor de transformer les actuels 110 hectares en une planète métal post-apocalyptique mélangeant allègrement le steampunk à un univers à la Mad Max, sans oublier le confort avec quelques aménagements bien pensés comme le Hellfresh et ses brumisateurs ou encore la zone boisée, une petite forêt où l'on peut se prélasser à l'ombre des arbres.
Pour toutes ces créations et décors, on citera quelques noms comme Benjamin Henry, fondateur de la structure Madneum qui s'est spécialisée dans les moyens d'intégrer l'art dans les événements. Ivan Hart, à qui l'on doit le Hell City Square, inspiré du quartier londonien de Camden Town. Le collectif vendéen Monique Lamouche et ses impressionnantes constructions métalliques réalisées à partir de matériel de récupération. Jimmy X, créateur entre autres de la Porte du Royaume du Muscadet, ou encore Caroline Brisset et son impressionnant Lémy de 12 mètres de haut. On retiendra également l'édition 2014, notamment pour la création du Hellfest Cult, qui aujourd'hui se nomme la Fanzone, sorte de fan club VIP pour quelques privilégiés qui bénéficieront d'un espace privé et accès à des événements et d'un merchandising exclusif. Mais surtout pour la programmation qui est probablement l'une des plus impressionnantes de toute l'histoire du festival, avec un triptyque de têtes d'affiche, Iron Maiden le vendredi, Aerosmith le samedi, Black Sabbath le dimanche. Le festival fait d'énormes bénéfices, mais de nombreux détracteurs commencent à le critiquer à cause du côté intimiste perdu des premières éditions. Et surtout du côté mainstream qui se fait de plus en plus ressentir, donc de plus en plus de spectateurs touristes qui sont là juste pour les têtes d'affiche. En 2016, pour les 10 ans du festival, changement de stratégie. Les passes sont mis en vente sans annoncer aucun groupe pour soi-disant faire fuir les touristes et ne garder que les puristes. Et bingo! En 10 jours, les passes 3 jours sont tous vendus avec en tout 180 000 spectateurs sur 3 jours. Encore une affiche spectaculaire, tout comme un budget de 4 millions d'euros, rien que pour la scénographie. L'anniversaire est plus que réussi. En 2017, les passes 3 jours se sont vendus en seulement une semaine et moi-même, accompagné de Valeureux Sauvages, faisions partie des 220 000 festivaliers pour notre plus grand bonheur. En 2018, les passes ont été en vente un vendredi 13 à 13h30 et il faudra 2 jours pour tout vendre. En 2019, une seule journée suffira à vendre tous les passes. Mais il y a aussi l'affaire Manowar qui annulera leur concert le jour même. Dans leur contrat, ils demanderont une scène avec leur scénographie complète et un filage sur une main stage la veille du festival. Pour être un peu plus précis, un filage est une répétition du set complet comme pour une pièce de théâtre. À titre de comparaison, il y a aussi le line check, qui est un réglage des instruments devant le public juste avant le concert. Et bien sûr, il y a la balance. Faire la balance est une expression qui désigne le réglage du matériel. Accorder les instruments, vérifier les retours son, installer les micros, etc., etc., qui se fait avant l'arrivée du public. Quand Manowar arrive sur le site, ils constatent que la scène n'est pas conforme à leur demande. Les plans fournis n'étaient pas les bons. Le groupe tape du poing sur la table, leur donne les bons plans et exige le montage de leur scène à seulement 2 jours de l'ouverture du festival. Il faudra plus de 8 heures aux techniciens pour tout démonter et remonter la nouvelle scène. Mais les embrouilles ne sont pas terminées, parce que le Knotfest s'est invité sur le site du Hellfest, un jour avant l'ouverture. Donc Manowar ne peut plus faire leur filage sur une main stage et Ben leur propose la scène de la Temple à la place. Fou de rage, le groupe annule leur concert et attaque les organisateurs du Hellfest en justice. Le groupe Sabaton jouera à leur place. Affaire à suivre. 2020, il faudra que 2 heures pour vendre tous les passes. Malheureusement, le Covid s'est invité entre-temps et le festival a été décalé en 2022. Après 2 longues années de disette pour cause de Covid, retour en 2022. I'll be back. Au programme, 2 éditions en une, sur 2 semaines, réparties sur 7 jours. Une double édition exceptionnelle donc pour ce 15e Hellfest. Le festival de tous les records, avec près de 420 000 festivaliers, 800 000 litres de bière, un budget compris entre 35 et 50 millions d'euros, 5 000 bénévoles, marqué par la première participation de Metallica. Ce n'est pas moins de 362 groupes qui se sont succédés sur les 2 main stages, l'Altar, la Temple, la Warzone et la Vallée. Avec notamment, pour ne citer que, les Guns, Korn, Deftones, Nine Inch Nails, The Offspring, Mastodon, Gojira, Airborne, Scorpion, Black Label Society, Ministry, Alice Cooper, Monster Magnet, Sepultura et tant d'autres. Autant dire que même si à 289 €, le pass 4 jours représente un budget. Le rapport nombre de groupes pris reste imbattable. Un petit mot également sur la qualité du son qui reste irréprochable et ce pour la majorité des scènes. L'édition 2023 connaîtra quant à elle une hausse des prix du pass 4 jours qui passera de 289 à 339 €, mais n'empêchera pas le festival d'afficher une nouvelle fois complet, avec une affiche solide et des légendes comme
Le rapport spectacle-prix reste malgré tout largement positif. On ne peut pas attaquer le festival là-dessus. Par contre, la pilule n'est pas bien passée pour les habitués du festival lorsque le pass 4 jours de l'édition 2024 a été mis en vente le 27 juin, soit 10 jours après la fin de l'édition 2023, laissant une partie des fans de la première heure et les sans dents sur le bas-côté de la roue. L'an prochain, 2024, en plus des grosses machines qui sont Machine Head, Metallica et consorts, l'édition 2024 verra l'arrivée de groupes comme les Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Royal Blood, mais également The Prodigy et Chaka Ponk. Le Hellfest semble ainsi vouloir s'ouvrir à un public encore plus large et prendre le chemin vers une sorte de transition car nul n'est éternel dans ce bas monde et les mastodontes vieillissants devront laisser la place un jour ou l'autre à une relève émergente. Cette programmation reste peut-être l'une des plus intéressantes du festival et assurément l'une des plus attractives. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les sauvages. De par sa notoriété à présent mondiale, le Hellfest doit faire face aujourd'hui à son lot de polémiques et autres suspicions de complaisance à l'égard de certains groupes considérés comme ouvertement racistes ou sexistes ou encore impliqués dans des affaires de violence faites aux femmes qui ont récemment inondé la sphère médiatique. Chacun pourra se faire un avis là-dessus, mais les sujets sont à présent sur la table et c'est une bonne chose. Fallait-il faire jouer le chanteur de Azalea Dying, condamné pour avoir engagé un tueur à gages pour assassiner sa femme? Johnny Depp, guitariste des Hollywood Vampires, accusé de violence conjugale par son ex-femme. Ou encore Tommy Lee, le batteur de Motley Crue, condamné en 1998 pour violence conjugale envers Pamela Anderson. Mais aussi Phil Anselmo, le chanteur de Pantera qui avait été filmé sur scène en train de faire un salut nazi et tenir des propos suprémacistes. Lucky Strike Live, it's been a pleasure having all of you here and all the awesome musicians. Lonnie James Dio, stand up and shout. Un geste qui avait été critiqué, dont le chanteur s'était excusé à l'époque, mais qui a entraîné la déprogrammation du groupe au Rock am Park et Rock am Ring 2023, de très gros festivals allemands, ainsi que l'annulation de leur concert qui était prévu le 31 mai 2023 à Vienne, en Autriche. À ces questionnements, Ben Barbeau répondra à un journaliste de France Info. « Je ne suis ni juge ni procureur. Je ne souhaite pas créer une sorte de seconde sentence. » Et à la question « Et si Rammstein, dont le chanteur est accusé d'agression sexuelle, vous sollicitez pour jouer l'an prochain au Hellfest ?» Ben Barbeau répondra « Il y a une vigilance à avoir. On parle de comportement durant les concerts. Je n'ai eu connaissance de rien de tel quand Rammstein a joué au Hellfest en 2016. » Le 16 mai 2023, l'association Hellfest se voit écopée d'une condamnation pour harcèlement moral. Une ancienne stagiaire avait attaqué en justice l'organisation du festival pour des faits datant de 2017. Avec l'arrivée de mouvements comme Music2 et la place d'idéologies racistes ou sexistes sur la scène, le festival va probablement devoir prendre ses responsabilités. Bien conscient de ces problèmes, l'association a mis en place la brigade Hellwatch en 2022, comprenant 60 bénévoles afin de prévenir les agressions sexuelles. Elle sera renforcée et plus visible lors des prochaines éditions. On pourrait également parler de la condamnation de Ben Barbeau le 19 avril 2023 à une peine de 8 mois de prison avec sursis et une amende de 20 000 € pour abus de confiance. Le TRACFIN, le service de renseignement du ministère de l'économie, avait donné l'alerte quant à la gestion des comptes de l'événement et ceux du cofondateur. Il lui est reproché d'avoir mélangé volontairement les deux, et ainsi d'avoir détourné 300 000 € sur les 35 millions de budget de l'association. Ces fonds auraient été utilisés pour acheter du vin et des œuvres d'art. Ben Barbeau n'a absolument pas nié les faits. Il y a eu des erreurs commises, des erreurs de fonctionnement, mais tout a été réglé. Un schéma de remboursement a été mis en place avant même la condamnation. Défend l'avocat de Ben Barbeau, maître Danis Del Rio. Le Hellfest, c'est également d'énormes retombées économiques sur la commune de Clisson et sa région. Prenons pour exemple le centre Leclerc de Clisson et son festival off. Deux chiffres révélateurs des ventes 2015. 2670 hectolitres de bière, 14 730 litres de vin, beaucoup de muscadet. Mais plus que cela, le magasin a créé son propre festival gratuit. Déserté la première année, celui-ci accueille désormais des dizaines de groupes qui se succèdent pendant 2 jours et même 3 jours à présent. 34 groupes en 2023. C'est devenu un lieu incontournable de retrouvailles entre potes rencontrés au Hellfest et qui se retrouvent chaque année sur le parking, de quoi vivre une semaine complète de métal. Bref, c'est devenu un événement à part entière et le Leclerc de Clisson est l'un des supermarchés les plus connus de France. Leclerc.
8 vignerons de Clisson sont impliqués dans l'événement. 16 000 litres de muscadet cuvée Hellfest ont été écoulés durant les 4 jours au bar à muscadet. Également, 3 000 litres de rosé et 2 000 litres de rouge vendus, soit en tout 21 000 litres de vin sur les 4 jours. Ajoutons 285 000 litres de bière, pas étonnant que 600 barman soient embauchés à cette occasion. Au sein même du festival se trouve également l'Extreme Market, le supermarché du métal. 1800 m² avec une centaine d'exposants venant de toute l'Europe, dont de nombreux labels de musique, marques de fringues, bijoux, salons de tatouage, où s'enchaînent les flashs de démons ou de crânes et bien évidemment le désormais célèbre H de quoi d'après vous? De Hellfest. De plus, cette année, la Seine-Vallée a été déplacée à côté de la Warzone pour laisser la place au Sanctuary, un espace entièrement dédié au merchandising estampillé Hellfest et qui a fait un véritable carton auprès des festivaliers. On parle de millions d'euros. Quelques chiffres à présent. Le Hellfest, c'est une vingtaine de salariés à l'année. 500 salariés, 1200 intermittents lors du festival et près de 5000 bénévoles. Un habitant de Clisson-sur-6 travaille pour le festival en tant que bénévole. La population de Clisson, 7500 habitants, est multipliée par 10 pendant cette période. Tous les habitants sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le Hellfest, se satisfait le maire. Selon une étude de l'Université d'Angers de 2014, les retombées économiques directes du Hellfest sur son territoire atteignent les 22,5 millions d'euros. Le site du festival est devenu un lieu de pèlerinage qui attire des touristes tout au long de l'année. Le Hellfest est et restera l'une des plus grandes réussites françaises en matière de festival de musique et au-delà. Ses répercussions sur la région Grand Ouest sont énormes et concernent tous les secteurs. Il faut saluer avant tout la pugnacité de son créateur Ben Barbeau, qui n'a jamais lâché l'affaire, là où d'autres auraient jeté l'éponge depuis bien longtemps. Sa combativité, sa passion pour le hardcore, pour le heavy metal et le rock en général lui ont permis de triompher de tout et de faire du Hellfest l'un des plus grands festivals qu'on nous envie à travers le monde. Longue vie au Hellfest. Merci à vous les sauvages de me soutenir. Si en plus vous me faites un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement et si vous cochez la cloche, alors l'amour inondera votre foyer tel une fuite d'eau venant d'une vieille tuyauterie de chiottes où la chasse n'a pas été tirée depuis des mois. On se retrouve dans un mois pour parler d'un chanteur qui manie les flingues et qui adore les roses. Et d'ici là, n'oubliez pas, le rock'n'roll n'est pas mort.